bienvenue à tous, bienvenue sur Comme Moi TV, donc avec un peu de retard, désolé. Donc comme tous les mardis soirs, on retrouve effectivement l'actualité de la transition énergétique. Donc le débat, effectivement, le café débat, c'est pas une conférence, hein, c'est pas une réunion de travail, on est après le boulot, on est en mode décontracté. Voilà, l'idée c'est de pouvoir discuter sans langue de bois, mais avec respect. Effectivement, on peut avoir des avis différents, on peut avoir des points de vue différents et des expériences différentes, mais l'idée, c'est de l'exprimer de manière courtoise et respectueuse. Surtout sur les sujets qu'on va traiter ce soir, c'est le sujet du nucléaire, qui est toujours un petit peu un sujet un peu particulier, comme je disais cet après-midi en préparant l'émission, qu'effectivement, c'est presque religieux, quoi. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, un petit peu comme si est-ce que tu crois en Dieu ou pas, et effectivement, cette fois, c'est difficile d'aller dans la rationalité. Donc, c'est pourtant ce qu'on va essayer de faire ce soir, d'essayer d'avancer de manière un peu constructive. Donc, on a prévu des questions, et comme toujours dans le format café débat de Comme Moi, vous avez la possibilité de poser des questions à Gilles à travers, donc vous pouvez soit les poser par chat et je me ferai donc ma mission, ce sera de poser vos questions, ou vous pouvez, si vous avez un son correct, parce que j'insiste, parce que l'objectif, effectivement, c'est que derrière, on puisse relayer ce live sur Spotify et en format podcast. Donc, le son est très important pour nous, plus que l'image. Donc, du coup, si vous avez un son correct, vous pouvez prendre, effectivement, désactiver votre micro et poser une question directement à Gilles, dans les règles de la courtoisie du café débat. Donc, ce soir, donc, j'ai prévu des questions. Je pense que vous en avez aussi. Dans un premier temps, donc, il y a Gilles qui va se présenter. Ensuite, on va parler du nucléaire, les avantages, inconvénients, des énergies renouvelables, avantages, inconvénients. Et après, on fera une synthèse, effectivement, sur quel monde énergétique on imagine et comment ces deux challengers vont se disputer effectivement ce parcours, cette transition, et comment on y arrive de manière constructive et efficace. Donc Gilles, je vais vous laisser la parole pour vous présenter. Je vous laisse à peu près 3-4 minutes. Vous présentez d'abord vous, qui êtes-vous, quelle est votre expérience, quels sont vos domaines, d'où vous venez, ce que vous avez fait très rapidement, et après, quelle est votre activité aujourd'hui principale, ce que vous faites votre expertise, vous l'avez dans quoi, et après on pourra commencer sur le sujet du nucléaire qui est notre plat de résistance. Ah, le micro est coupé. C'est une précaution que je prends toujours pour éviter d'embêter les autres quand j'ai du bruit derrière moi. Donc je disais, cette fois en on, merci Grégory d'avoir organisé ce débat, et merci pour effectivement ce préalable sur les modalités de la discussion que j'apprécie aussi. Je constate que c'est très difficile sur les réseaux sociaux d'avoir des débats qui sont courtois, parce que comme on a très peu de place pour s'exprimer, on a tendance à simplifier, et ce qui rend le débat difficile et manichéen. Mais alors, moi, je suis un entrepreneur. Je tiens à le préciser parce que je pense que ça a son importance dans le contexte. Je suis autodidacte. Je viens d'une famille où il y a beaucoup de gens dans les sciences et dans le monde de l'ingénierie, mais moi-même, je suis autodidacte. J'ai fait de la technologie et donc des startups. Pendant 25 ans, j'ai monté des entreprises, j'ai monté un certain nombre d'entreprises, et quand même avec une vraie appétence pour les sujets technologiques. Je comprends le code, je comprends un certain nombre de choses, voilà. Et puis, je me suis intéressé aux enjeux des politiques publiques et du numérique. Donc, je travaillais à l'Institut Montaigne sur les enjeux sur ces enjeux. Et puis, j'ai rejoint le Conseil national du numérique que j'ai présidé une première fois lors de sa fondation, et donc je suis actuellement le coprésident. J'ai également un rôle de digital champion, alors le terme est toujours un peu particulier, à la Commission européenne, c'est représenter la société civile pour le numérique à la Commission européenne. Je donne des cours à Sciences Po, je suis également auteur d'ouvrages, et puis je suis aussi impliqué dans différentes startups, non plus cette fois-ci en tant que fondateur, mais en tant que mentor de différents projets. Voilà pour l'introduction. Peut-être je peux vous dire pourquoi je me suis intéressé au sujet du nucléaire. Oui, avec plaisir. Donc en fait, j'ai un parcours un peu bizarre, c'est-à-dire que quand parmi les sujets des politiques publiques, il y a le sujet de l'énergie. Et la transcription du sujet de l'énergie dans le monde du numérique, ça s'appelle les smart grids. Et donc, je suis allé dans beaucoup de conférences, un peu dans le monde entier d'ailleurs, où ce sujet a été évoqué de près ou de loin. Et j'ai participé à une journée sur ce sujet il y a maintenant 4 ans, je crois, dans une conférence globale qui s'appelle
de Smart City Forum. Et j'ai un certain nombre d'acteurs présentaient l'état de l'art en matière de smart grid. Je ne vais pas rentrer dans le sujet des smart grids, mais je pense que en 2 mots, l'idée c'est de piloter non plus l'offre, mais de piloter la demande. Et c'est évidemment important quand on a du mal à piloter l'offre avec les ENR. Et j'ai beaucoup cru dans ce modèle parce que la technologie permet a priori de faire des choses assez exceptionnelles comme chose toute bête, de piloter évidemment les ballons d'eau chaude. On a les tarifs bleus en France qui permettent de faire ce genre de choses. Mais au-delà de ça, d'aller vers ce concept qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire de dire il y a toujours quelque part de l'énergie, soit stockée, soit pilotée du parti de la demande. Et donc j'ai beaucoup regardé ce modèle. J'ai pas mal travaillé avec des acteurs comme Siemens, Schneider et d'autres là-dessus. Et ma conclusion, mais je suis prêt à discuter, c'est que ça ne marche pas. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est un concept paper et ça n'a pas été normé. D'ailleurs, au sein de la commission, j'ai essayé de travailler avec des groupes de travail qui essaient de normaliser ça. Et donc, je pense que, et encore une fois, je ne demande qu'à challenger cette idée, je pense qu'en fonction de l'urgence climatique telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire avec vraiment une échéance qui se compte désormais en années, on a un problème, je dirais, d'arriver à faire se rejoindre l'état de l'art avec cette urgence. Et je pense que c'est plus facile de résoudre l'enjeu avec des sujets qui préexistent, entre autres le nucléaire, que de faire marcher les smart grids. Je peux développer si vous voulez, mais je pense que c'est... Non, mais ok. Non, mais voilà, effectivement, c'est intéressant de voir un petit peu votre chemin. Effectivement, vous n'êtes pas un professionnel de l'énergie, vous êtes un citoyen qui est curieux, autodidacte, qui s'intéresse à plein de sujets, et donc vous avez traité ce sujet-là comme vous avez traité le sujet des data. Et je comprends effectivement ce cheminement, qui est assez intéressant. Donc effectivement, je vous propose de prendre le plan que je vous propose, de commencer par dire voilà, pour vous, par rapport, alors première question, c'est pourquoi est-il, d'après vous, avant de parler du nucléaire, pourquoi il est si difficile en France d'avoir un débat serein et objectif autour du nucléaire? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours presque une question religieuse? Tu es pour, tu es contre, c'est comme tu es de gauche ou de droite. Et on a l'impression que les gens qui rentrent en réunion, ils n'ont pas forcément envie de changer d'opinion, ils veulent juste convaincre les autres, et qu'il n'y a pas vraiment d'échange, de construction, de pensée un peu plus complexe que l'aspect manichéen que vous évoquiez tout à l'heure. D'après vous, pourquoi c'est si difficile de parler du nucléaire en France? Alors, moi j'ai une réponse qui est très loin de notre sujet, mais qui est finalement la mienne. Je me suis posé cette question parce que c'est vrai sur beaucoup de sujets. Par exemple, dans mes sujets qui sont le sujet du numérique, il y a beaucoup de désaccords fondamentaux, par exemple sur l'utilisation des données. Certains qui sont plutôt pro-innovation vont considérer que ce n'est pas un problème de stocker les données aux États-Unis, ou sur le sujet de l'identité électronique, considère que l'État n'a pas à nous ficher, nous identifier pour certains, pour d'autres, c'est un enjeu de productivité de l'État et de démocratie. Voilà, et ces débats sont très virulents, très brutaux. Moi, la raison, enfin, ce que je crois, pour m'être posé beaucoup cette question, c'est qu'il y a une certaine forme d'élitisme de la décision publique. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui sont concentrées auprès de peu de personnes, et on n'a pas réussi à créer une forme de... En fait, je pense qu'on a une déliquescence, d'ailleurs c'est ce que je tweetais encore ce matin, du sujet de l'université. On a abandonné l'université, et donc on a les grandes écoles, qui est vraiment, je pense, la quintessence de ce qui peut exister en matière d'élitisme. Et alors qu'on rentre dans une société où on a besoin justement de massifier la connaissance, on continue à préserver ce modèle. Je veux dire, si je prends Polytechnique, on est passé de cohorte de 300 élèves à peut-être 1500 ou 2000 aujourd'hui. Si je fais la comparaison avec, je ne sais pas, la London School of Economics ou Cambridge ou Oxford, c'est sans commune mesure, la capacité de massification de ces écoles. Et donc, je pense que ça crée un débat où il y a une grande asymétrie, il y a des sachants, mais qui sont, je pense, un peu dans leur tour d'ivoire. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui ont des connaissances extrêmement variées sur le sujet et qui ont une double
frustration, ceux de ne pas disposer forcément de la connaissance technique, hein, pour certains d'entre eux, ou pour d'autres, de ne pas disposer du vernis social et des diplômes en particulier qui leur permettent d'avoir une légitimité spontanée. Voilà. Et tout ça crée beaucoup de frustration. C'est une des analyses qui peuvent exister à cet égard. Alors, il y a Vincent qui veut vous poser une question. Alors, je ne sais pas si Vincent veut poser une question par écrit ou en posant la question avec son micro. Vincent? Peut-être le chat. Oui. Pardon, oui. J'ai fait une fausse manip. Je ne connaissais pas le logiciel et j'ai appuyé sur la main, c'est ça? Désolé. Okay. D'accord, désolé. C'est pas grave, Vincent. Ok, pardon, Gilles. Très bien. Donc, du coup, on va enchaîner rapidement sur le nucléaire. Donc, vous, voilà, le nucléaire. Effectivement, donc la France a choisi le nucléaire il y a une cinquantaine d'années. On a construit, on est leader mondial maintenant de cette technologie. Effectivement, il y a 50 ans, il y a eu un match qui a eu lieu entre le nucléaire et les énergies renouvelables. On a même interviewé des gens qui ont fait partie de l'équipe qui avait fait le benchmark. Et donc, c'était assez objectif. C'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup de questions. Le nucléaire, elle a emporté facilement parce que c'était ce qu'on maîtrisait le mieux. C'était plus facile. Il y a 50 ans, les énergies renouvelables étaient très, très chères avec plein de problèmes qui ont été résolus depuis. Maintenant, la question, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle où, effectivement, ces centrales nucléaires ont été construites. Et là, la question qui se pose, c'est, OK, maintenant, elles arrivent en fin de vie, soit on les rafistole pour les prolonger un petit peu, mais de toute manière, il faudra en construire de nouvelles. Donc, est-ce qu'on reconstruit? Alors, est-ce qu'on repart sur un parc de 75% pour pouvoir les renouveler toutes? Ou alors, on essaye d'essayer autre chose? Est-ce que les énergies renouvelables ont progressé? Alors, aujourd'hui, effectivement, Gilles, d'après votre analyse, d'après ce que vous avez pu connaître comme élément d'information autour du nucléaire, quels sont les principaux avantages du nucléaire pour vous et pourquoi c'est une énergie qui, pour vous, répond à tous les besoins de cette transition énergétique? Alors, c'est une question très ouverte et sur laquelle, en soi, il faudrait une conférence magistrale pour y répondre, mais... Pas dans un café, Dans un café, on ne parle pas de magistral. Il y a évidemment l'enjeu du CO2. Hein. Je pense que l'Agence internationale de l'énergie, considérée comme indépendante, elle positionne le nucléaire à 12 grammes de CO2 par kilowattheure. La France est plutôt à 6 du fait que l'AG est elle-même alimentée en énergie électrique. Donc, cette opération finalement de préparation du combustible qui est extrêmement énergivore est faite à bas carbone. Donc, ça nous positionne plutôt à 6. L'éolien, c'est une énergie qui est positionnée aux alentours de 13 grammes, le solaire 55 grammes, mais ce ne sont pas des énergies pilotables. Et donc, lorsque vous introduisez du backup, vous montez très très vite, d'une part à des coûts qui sont extrêmement élevés, et le backup lui-même, si par exemple vous prenez un backup vraiment le plus simple en batterie, donc lithium-ion, vous êtes à 60 grammes en plus, donc vous passez à 115 grammes, mais vous faites exploser le coût. Vous montez sur des coûts qui sont extrêmement élevés pour des backups qui sont très courts, parce que si on devait faire un backup qui permettrait réellement d'avoir une production linéaire, bon, c'est physiquement impossible parce qu'il faudrait ouvrir des mines partout dans le monde. Aujourd'hui, on arrive à le faire pour le véhicule électrique, mais on voit bien que c'est limité parce que Elon Musk ne peut pas produire ses camions. Enfin, c'est plutôt je ne sais pas si on appelle ça des camions, enfin la partie tractrice du camion, parce que c'est très demandeur en termes de matières premières, et donc de fait, il a décidé de mettre en pause la production de ces camions. Donc on a un problème massif de backup, et pour l'instant, les alternatives existantes, à savoir l'hydrogène, on a des limites, et il est difficile de dire si c'est des limites physiques ou des limites d'ingénierie. Et je dois dire que j'ai beaucoup investigué ça, je n'arrive pas à trancher entre les deux. Vraisemblablement, on va faire des découvertes dans ce domaine, mais pour le moment, si on se sert de l'hydrogène en backup, les meilleurs coûts qu'on ait, c'est plutôt aux alentours de $240. Donc c'est très élevé. $240, pourquoi? Par mégawattheure? Oui, par mégawattheure. Pour le stockage? Oui, le stockage en hydrogène. Et les steppes, il y a un problème d'acceptation sociale des steppes et de géographie. C'est-à-dire que les endroits où on peut mettre des steppes, donc des barrages à 2 bassins, sont limités. On a 2 steppes en France qui sont... enfin, un step qui est inachevé, et puis on a le barrage de Sivens,
tristement célèbres qui montrent que l'acceptation sociale est difficile des nouveaux barrages. Non, c'est vrai que les barrages, aujourd'hui, c'est 99% du stockage d'électricité, c'est dans les barrages, dans les steppes actuellement. Mais effectivement, on peut en profiter dans les Alpes, mais c'est compliqué d'en profiter quand on n'est pas dans les montagnes, quoi. Parce qu'il faut beaucoup de dénivelé et beaucoup de volume pour pouvoir gérer cette énergie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un il y a Alexis qui voulait poser une question, peut-être? Alexis? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, Alexis. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Alexis Hussat, je suis docteur en économie, économiste de l'énergie. J'ai travaillé avec Jacques Percebois au Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Je voulais juste vous poser une question. Vous parlez de l'hydroélectricité. Est-ce que vous pouvez évoquer le cas des concessions hydrauliques qui vont être mises aux enchères, qui doivent être mises aux enchères selon l'Union européenne? Donc, est-ce que vous pouvez évoquer ce cas de mise aux enchères, parce que l'Union européenne demande régulièrement à la France de mettre aux enchères ses concessions hydrauliques, et pour l'instant, on attend toujours. Ok, merci Alexis. Alors, je ne sais pas si Gilles est le bon acteur pour répondre à ça. Je ne sais pas s'il est spécialiste de ça, mais je ne sais pas si Gilles, si vous avez une réponse à ça, ou si vous avez des infos là-dessus. Non, écoutez, la réponse que j'ai, c'est ce qu'on lit, je lis dans la presse économique comme vous, hein, c'est-à-dire que la Commission exige de la France une réforme assez importante de son système électrique, et en particulier de EDF, qui fait l'objet d'échanges extrêmement importants. Et il y a plusieurs plans qui sont sur la table. L'un d'entre eux, ce serait de mettre l'énergie nucléaire et l'énergie hydraulique ensemble, et puis les énergies renouvelables encore dans un autre panier, les distributeurs dans un troisième. Ce plan-là, aujourd'hui, fait l'objet d'une résistance syndicale assez forte, et semble-t-il, il y a des alternatives qui sont en train de se construire. Malheureusement, je ne les connais pas, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elles aient été pour le moment abordées dans la presse. D'accord. Très bien. Merci. Gilles, que pensez-vous effectivement de la séparation d'EDF en plusieurs morceaux? Est-ce que vous avez évoqué le sujet à l'instant? Vous pensez que c'est dans le sens de l'histoire, que ça va dans la bonne direction, ou que c'est complètement inintéressant? Écoutez, franchement, je ne suis pas un expert sur ce sujet. Non. Il y a des questions de services publics qui dépendent d'EDF sur le côté de la distribution. Il y a pour le moment un rôle qui est quand même largement dévolu à EDF, qui est celle d'assurer la stabilité en fréquence du réseau. Donc, il faudrait que, je pense, ces éléments soient pris en compte s'il devait y avoir une séparation fonctionnelle ou technique ou même juridique de EDF. D'accord, ok. Très bien. Voilà, il y a quelqu'un, donc Vincent, qui dit « Je travaille chez EDF et je confirme vos propos sur le plan Hercule ». Ben, je vous remercie parce que je n'étais pas très sûr de moi. Voilà, c'est l'intérêt. Non, okay. Oui, pour confirmer, donc il n'y a rien de décidé, mais oui, il y a une volonté de nationaliser à 100% le nucléaire, de mettre la partie hydraulique en régie et de mettre tout le reste, donc Enedis et les énergies renouvelables, dans une entité plutôt privée. Encore une grosse partie EDF, mais avec des investissements privés. Et excusez-moi de vous interrompre, et donc on peut s'attendre à une OPA du coup sur cette entité privée? Alors, je pense que personne ne sait, hein, ça se discute beaucoup. Je ne sais pas du tout, c'est vraiment entre le gouvernement et la Commission européenne. Moi, je n'ai pas plus d'infos que ça à mon niveau, quoi. Ouais. Mais ça fait des mois et des mois que ça traîne, et ça va encore continuer. Oui, c'est clair. Non, c'est un sujet un peu délicat. Alors après, il faut comprendre un petit peu le nerf de la guerre, pourquoi on en est là. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, EDF a des frais fixes qui sont colossaux. Effectivement, qu'une centrale nucléaire produise de l'énergie ou qu'elle n'en produise pas, ça coûte le même prix à peu près. Alors que, effectivement, si les Français avancent sur la transition énergétique, c'est-à-dire qu'ils réduisent leur consommation, ou qu'ils font l'autoconsommation, ou qu'ils font de l'autoconsommation collective, ça va réduire donc le besoin d'énergie nucléaire. Donc EDF va se retrouver avec les mêmes coûts et avec des recettes de plus en plus faibles, parce qu'effectivement, les gens vont soit économiser, soit produire leur énergie. Et ce qui fait, c'est qu'une entreprise qui a les mêmes coûts, mais qui a les recettes qui baissent, bah, ça fait monter leur prix moyen. Et quand on a un prix moyen qui monte, on va être obligé de vendre plus cher. C'est ce qui s'est passé. L'an passé, l'énergie électrique a pris 10% chez les particuliers, et ça va continuer. Donc, ce qui se passe, c'est que EDF là a fermé Fessenheim. Donc Fessenheim produisait avant de l'énergie, donc ça rapportait de l'argent. Maintenant, ça en coûte et ça n'en produit plus. Donc,
et dans 5 ans, on va avoir 5-6 centrales nucléaires qui sont fermées. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des coûts, qu'EDF va avoir des coûts qui vont encore augmenter par rapport à aujourd'hui et des recettes qui vont encore baisser. Sachant que EDF est aujourd'hui endetté à plus de 40 milliards sur différentes estimations. Donc, on se dit qu'effectivement, aujourd'hui, si j'étais financier chez EDF, je dirais la transition énergétique, c'est pas bon pour moi parce que c'est un cercle vicieux où chaque année qui passe, chaque fois, plus on avance vite dans la transition énergétique et plus ça va me coûter cher, moi, en tant que directeur financier d'EDF. C'est pour ça que le poste a été un peu compliqué. Il y a même eu des démissions du directeur financier. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose de séparer EDF en deux pour dire, d'un côté, il y a ceux qui se battent effectivement pour les énergies vertes et qui développent et qui avancent et qui essayent de verdir l'énergie autour de ça. Et de l'autre, le nucléaire qui est nationalisé et qui a les moyens, parce qu'il ne s'agit pas de lésiner sur les moyens de la sécurité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le nucléaire est fiable en France, aujourd'hui, je pense, mais on lui a enlevé beaucoup de moyens de pouvoir entretenir, maintenir. Donc, le niveau de maintenance, aujourd'hui, et on voit bien les rapports successifs, notamment sur tous les organismes qui sont censés vérifier que le nucléaire est fiable, on voit bien qu'il y a des alertes sur tout un tas de sujets, et le niveau donc c'est toujours fiable. Moi, j'ai pas peur d'être en France et d'avoir du nucléaire à côté de chez moi, mais par contre, il y a plus de risques maintenant qu'il y en avait il y a 10 ans. Et je pense que il faut agir maintenant pour pouvoir donner des vrais moyens au nucléaire, de pouvoir ne pas lésiner sur l'argent à mettre pour pouvoir sécuriser et qu'il n'y ait aucun problème de nucléaire en France. Parce que dans les théories, juste pour rappeler au niveau des mathématiques, qu'on oublie un peu, on avait estimé qu'il y avait une chance sur 1 million qu'un réacteur rentre en fusion. Aujourd'hui, sur 500 réacteurs, il y en a eu 5 qui sont rentrés en fusion. Donc, c'est 1%. Donc aujourd'hui, les calculs initiaux sont complètement faux parce qu'on n'avait pas intégré tout un tas de choses. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de ne pas lésiner là-dessus. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et après, ce qui est regrettable, c'est que les syndicats, effectivement, sont opposés à ça. Pour je ne sais quelle raison, peut-être garder un monopole, mais le monopole, c'est un manque de choix. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi on se battrait pour un monopole, alors que dans tous les pays du monde, le monopole a quand même créé des problèmes, mis à part quelques rares exceptions. Donc, voilà. Donc, du coup, on a parlé un petit peu de pas mal de sujets sur le nucléaire. Gilles, est-ce que vous voyez des points faibles du nucléaire ? On en a évoqué quelques-uns, mais est-ce que vous voyez, donc, vous avez expliqué effectivement que le gros avantage, c'est le fait qu'un faible taux carbone, 12 grammes par kilowattheure. Vous avez évoqué effectivement que ça permettait de produire toute l'année, contrairement aux énergies renouvelables qui sont plus fluctuants. Donc vous dites, voilà, c'est 2 gros avantages. Et le reste, vous avez creusé un peu, vous vous rendez compte que les smart grids, c'est pas vraiment encore au point et ils sont pas prêts, c'est pas assez mature. Ok, mais le nucléaire, quels sont pour vous les points faibles du nucléaire à ce stade de votre analyse ? Ouais, j'en vois 2 en fait qui sont totalement corrélés. C'est l'acceptabilité sociale et le risque politique. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs un changement d'état d'esprit de l'opinion sur ce sujet, puisque il y a des études qui sont réalisées tous les 2 ans et qui montrent une évolution très nette favorable au nucléaire, à peu près dans tous les pays européens d'ailleurs, notamment en raison de la contrainte carbone, mais malgré tout, la résistance, et en particulier la résistance, je dirais, des partis verts est forte. Donc ça, c'est un sujet. Et ça induit un risque politique. Je m'explique. Si vous prenez Hinkley Point, le coût de production de Hinkley Point, c'est à peu près 113 €, 93 pounds, je crois. Ouais, ça. Et en fait, quand vous regardez, quand vous décomposez ce coût, c'est 70% un coût financier. C'est-à-dire le taux de prêt de l'argent de Hinkley Point, c'est 11% par an. Donc si vous mettez 8 ans à produire, c'est démesurément les financiers que vous payez. Et pourquoi ce coût est si élevé ? En fait, parce que les gens qui prêtent considèrent qu'il y a un risque politique. C'est-à-dire qu'une alternance peut faire en sorte qu'on leur dit écoutez, vous arrêtez tout, quoi qu'il en coûte, et c'est comme ça, et vous remballez, et puis vous prenez votre risque avec vous. Et c'est sur cette base-là que le calcul a été fait. Donc ça veut dire que finalement, c'est assez facile de dire l'EPR, ça coûte cher. D'une part, parce que l'EPR français est une catastrophe d'un point de vue industriel, comme chacun sait. Donc ça a renchéri le coût de façon importante. Et puis par ailleurs, cette affaire de Hinkley Point fait que c'est cher. Mais si on avait une taxonomie bruxelloise qui acceptait qu'il y ait un financement, notamment étatique, de ces sujets, vous pouvez retirer 70% du coût, et c'est les 30% qui restent. Donc ça vous
Ça vous ramène aux alentours de, on va dire, 38-39 euros du mégawatt-heure, ce qui vous rend extrêmement compétitif, avec un amortissement de 35 ans, sachant que le régulateur vous donne 60 ans pour fonctionner. Et votre coût marginal de fonctionnement, ça vous ramène la production du mégawattheure aux alentours de 15 euros. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez stupéfiant, en fait, quand on fait ce calcul, de voir, en fait, qu'il y a une très grande efficacité du nucléaire, mais que vous avez un investissement en CAPEX qui est très important. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que, parce qu'effectivement, le Picmal, donc le directeur financier de EDF, a démissionné parce qu'effectivement, les banques ne voulaient pas financer le PR anglais. Et donc, c'était EDF qui devait financer en fonds propres avec un Chinois de mémoire. Quel est le coût payé par les banques, par les gens, parce que du coup, comme c'est payé par les fonds propres d'EDF, donc il n'y a pas de, voilà, le coût financier est pris par EDF, donc je pense pas qu'ils ont, enfin, c'est quoi, quelles sont la part? Parce que pour moi, les banques n'avaient pas pris part au projet, quoi. Alors, je ne suis pas un spécialiste et quelqu'un probablement pourra nous aider là-dessus, mais à ma connaissance, le financement est chinois et il est, je crois, en très grande partie, peut-être à 70%, prise en charge par des capitaux chinois et en faible partie par EDF. Enfin, ouais, enfin, on regardera les chiffres. Je vérifierai après, effectivement, on regardera, effectivement, on vérifiera, mais c'est vrai que moi j'avais en tête plutôt que c'était EDF qui prenait le plus gros des risques en termes parce qu'effectivement les banques avaient du mal à suivre. Ok, donc du coup, effectivement, vous dites ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est pas forcément la technologie nucléaire, c'est l'accès à l'argent et le manque de confiance et le problème de problème politique qu'il peut y avoir, de retournement. Comme c'est des projets très long terme, et ben les gens qui prêtent de l'argent disent moi je veux une garantie et donc la garantie les traduisent sous forme de. Je partage mon écran parce que vous voyez ici, vous le voyez là le visuel? Oui, on le voit. Alors, évitez de rester 30 ans sur le visuel parce que comme c'est un podcast, ça ne va pas être très intéressant pour les gens. Ok, je ferme ça, mais c'est juste pour vous montrer. Non, mais après, pas de problème. Voilà, on peut mettre en lien après, peut-être. Je vais mettre l'URL sur Ouais, super. Je vais mettre l'URL dans le. Ouais, mais dites-nous juste en gros, ce qu'il y avait sur ce graphique, c'était un petit peu le coût de l'EPR, c'est ça? Non, c'est Hinkley Point, et donc vous avez 73. Alors, le problème, c'est que c'est en chiffres sur 113 euros du mégawattheure. Il y a 73 euros qui sont des intérêts, en fait. Donc, c'est plus ou moins ce que j'avais évoqué. Et en fait, c'est intéressant parce que l'amortissement est fait sur 35 ans, sachant que la licence est donnée sur 60 ans. Okay. Donc après, vous pouvez rester quasiment uniquement sur votre coût marginal, qui est le reste du camembert que j'ai montré tout à l'heure. Ok. Alors il y a Vincent qui réagissait dans le chat et qui disait que EDF avait 70% et CGN, donc le chinois, 30%. Ah oui, alors je me suis trompé. Donc je me suis trompé. Mais bon, voilà. Après, effectivement, en tout cas, ça n'empêche qu'effectivement il y a un risque financier. C'est ça qui a, en fonction du taux d'intérêt qu'on prend, ça fait changer complètement les chiffres. C'est vrai que c'est c'est très influent à ce niveau. Ouais. Mais il faudrait donc élucider pourquoi l'intérêt est si élevé. Donc ça veut dire que EDF se rembourse lui-même sur son intérêt en cas de risque politique, quoi. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, alors après, moi, j'avais discuté un jour, j'avais challengé un peu les Chinois de CGN, je leur avais posé la question en blaguant, en disant non, vous êtes courageux quand même de vous lancer sur le projet d'Hinkley Point, sachant que le projet français, le projet finlandais, ils ont 10 ans de retard et ils ont fait x10 au niveau des coûts. Enfin, pas x10, x8 au niveau des coûts. Il me dit, mais monsieur Lamotte, j'ai pris aucun risque. C'est l'État français qui s'est parti garant et que si jamais l'EDF dépense plus d'argent que prévu, c'est vous, État français, c'est vous, monsieur le citoyen. Alors je dis, ah bon, effectivement, et quand j'ai un petit peu creusé, alors. Bien sûr, le contrat n'est pas public, hein, donc c'est quelque chose d'un droit privé, donc c'est pas accessible. Mais effectivement, le peu d'infos que j'ai, d'ailleurs, il faudra aussi peut-être recouper un de ces quatre, vérifier qu'effectivement, le risque n'est pas pris par les Japonais, par les Chinois, mais bien par le citoyen français. Ouais. Comme c'est le cas pour Hinkley Point. Bon, bref, ok, effectivement, donc du coup, le nucléaire, effectivement, il y a des coûts, il y a un avantage, effectivement, peu de CO2, ça produit toute l'année. C'est cher, mais c'est aussi risqué lié à ça. Est-ce que vous voyez d'autres points négatifs pour vous dans le nucléaire, à part le coût, effectivement, la prise de risque qui est importante et qui, du coup, est taxé, qui fait monter les coûts de manière financière? Il y a un point contextuel, en fait, qui est le fait que la filière a été très largement démantelée. Et donc, quand vous parlez avec les gens qui construisent Flamanville, ils vous disent, voilà, on n'a pas de soudeur. Oui, c'est sûr. Il y a eu une perte de savoir-faire. C'est sûr, c'est ça, c'est tout le monde. Donc c'est voilà,
Est-ce qu'on peut résoudre ça à court terme ou à moyen terme? C'est un sujet. D'accord. OK. Donc, perte de savoir-faire, effectivement, qui fait que du coup, ça augmente le risque, enfin le côté aléatoire, quoi. C'est-à-dire que effectivement, c'est compliqué de faire des plannings quand on a perdu cette maîtrise technologique, quoi. OK. Un commentaire sur les déchets. Ouais, les déchets, oui, effectivement. C'est souvent un point qui est quand on fait les déchets coûtent l'enfouissement. Alors, bon, alors, je vais prendre le RIC, je vais en parler peut-être un peu plus tard, mais les déchets, je pense que tout le monde est au courant de l'existence de Cigéo. C'est un investissement supposé de l'ordre de 5 milliards d'euros. Pour donner une idée, le parc nucléaire français, je crois que sa production en valeur sur 10 ans, c'est 500 milliards d'euros. Hein. Donc, en chiffre d'affaires. Avec une marge d'exploitation qui est extrêmement importante du fait qu'il est amorti. Même si on met 50 milliards d'euros dans le grand carénage, ça reste un investissement qui est marginal en coût et qui conservera, voire on se retrouvera avec un coût de production qui serait de l'ordre de 20 euros. J'ai lu quelque part 24 euros. Donc voilà, j'ajoute que c'est dans un contexte de normes qui sont post-Fukushima, où les contraintes réglementaires ont été très fortement renforcées. Voilà, moi j'ai eu des réunions à Bruxelles. Il se trouve qu'incidemment, je me suis un peu glissé là-dedans. Et les régulateurs internationaux considèrent que la France dispose de la meilleure régulation nucléaire qui existe avec les États-Unis. Voilà. L'ASN est réputée être indépendante. Donc, je pense que ça répond sur les déchets. Je pense que le cas Cigéo, on est à 500 mètres sous terre, dans des couches d'argile qui n'ont bougé que de quelques millimètres en millions d'années. Si on était dans un cas d'une explosion qui serait d'une force très supérieure à celle qui a existé à Tchernobyl, ça ne serait pas ressenti en surface. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va aussi profond. Donc voilà, maintenant qu'on m'explique que quelqu'un pourrait aller creuser dans cette direction et incidemment tombe là-dessus, il faut quand même raison garder, quoi. Même dans 10 000 ans, je pense que la probabilité est extrêmement faible. Et d'ailleurs, il y a eu une agence scientifique indépendante de la Commission européenne qui s'est prononcée là-dessus, qui a considéré que c'était une solution sûre et pérenne qui a été alimentée au débat sur la taxonomie. Ok. D'accord. Juste pour un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire, c'est comme quoi le nucléaire était largement bénéficiaire. Aujourd'hui, EDF est extrêmement endetté, hein, même si le parc est amorti. Il y a une dette qui est très importante et ça pose un sacré problème. D'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, le projet de couper EDF en plusieurs morceaux devient presque prégnant parce qu'aujourd'hui, EDF est décoté, est dégradé. Pendant longtemps, l'État n'a pas été un bon actionnaire parce que pendant que EDF avait effectivement généré des bénéfices, l'État a pris beaucoup de dividendes. Et maintenant que EDF a besoin d'argent, c'est compliqué pour EDF d'emprunter sur les marchés parce qu'il n'y a plus beaucoup de banques qui veulent prêter à des conditions raisonnables. Donc effectivement, aujourd'hui, le modèle économique d'EDF, sachant qu'il faut réinvestir de gros montants dans le nucléaire, ça pose un sacré problème financier parce qu'effectivement, au niveau international, il n'y a plus aucune banque qui prête dans le nucléaire, pas forcément EDF, hein, donc c'est forcément des projets étatiques, hein, donc c'est largement subventionné. Effectivement, comme on voit comme Hinkley Point, où le projet ne se serait pas fait s'il n'y avait pas une subvention pendant 35 ans, où les Anglais s'engageaient à racheter à un certain prix, d'ailleurs à 11 centimes, vous l'avez rappelé, alors qu'aujourd'hui, quand on fait un parc éolien au large, etc., on est à 5 centimes, donc on est 2 fois plus cher que les énergies renouvelables, alors que effectivement les énergies renouvelables vont baisser dans les années qui viennent, alors que le prix du nucléaire depuis 40 ans ne fait qu'augmenter. Donc effectivement, c'est assez embêtant. Donc le problème des déchets, vous dites, voilà, 5 milliards, c'est pas grand-chose dans l'argile. Alors c'est vrai qu'on a eu, le problème, c'est que, alors je suis pas spécialiste du stockage, il y a des gens qui sont spécialistes, mais le problème, c'est que c'est des risques d'incendie, parce qu'effectivement, le combustible tel qu'il est stocké peut être encore chaud, il peut créer des incendies, et après, c'est comment accéder, qui voudra aller intervenir au fond là-bas. Et après, effectivement, il y a eu quand même pas mal d'essais en Europe, notamment les Allemands ont essayé de stocker des déchets nucléaires dans des dômes de sel, hein, qui n'avaient jamais été pénétrés, parce que c'est un dôme de sel, ça se dissout avec l'eau. Donc, ça n'avait jamais été, depuis des centaines de milliers d'années, n'avait été
traversé par de l'eau parce que le sel était encore là. Donc, ils ont dit, bah, tiens, comme il y a du sel, c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau. Et effectivement, en faisant les forages, ils ont fracturé le dôme de sel et l'eau a fini par s'infiltrer et les barils de déchets nucléaires flottaient dans de l'eau salée. Donc, imaginez en termes de corrosion ce que ça peut faire. Donc, il y a eu un traumatisme autour de ça parce qu'il a fallu évacuer tout ça avec des flux qui étaient à moitié percés. Donc, c'était quand même le cauchemar. Donc, l'idée, c'est effectivement, c'est pouvoir intervenir et donc la réglementation évolue régulièrement. Mais c'est vrai que quand on regarde le prix, effectivement, même si c'est pas 5 milliards, mais 10 milliards ou 20 milliards par rapport à ce qu'on a produit comme richesse avec le nucléaire depuis 40 ans, ça paraît être faible. Mais c'est cette acceptation sociale qui est compliquée à accepter et surtout l'incertitude parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment ça va se passer dans les années qui viennent. Ok. Le risque, effectivement, il y a des questions dans le chat là sur risque d'un avion qui se scratch. Je peux répondre peut-être à ça parce que, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets, mais la particularité des couches argileuses, et s'il y a des géologues parmi nous. Moi je suis géologue, je suis géologue. Ah, mais très bien, il n'y a pas d'eau dedans. Donc c'est quand il y a de l'eau, mais elle circule à faible vitesse. Oui. Et cette couche qui est, je crois, particulièrement épaisse, a été choisie notamment pour sa capacité d'étanchéité du matériau. Lorsque on traite les déchets nucléaires afin de les stocker, la chose que l'on fait, c'est qu'on les isole les uns des autres justement en fonction de leur criticité, c'est-à-dire du risque qu'ils ont d'emballement. Et donc l'idée, c'est d'être très largement en dessous de ce seuil de criticité dans tous les cas. Et s'il devait y avoir un incendie, l'idée, c'est pas d'intervenir, c'est de se dire que vous êtes dans une situation où vous n'avez plus besoin d'intervenir parce que c'est tellement loin de tout risque de contamination que ça n'est pas nécessaire. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est les choix qui ont prévalu à ça. Donc, absence de criticité, absence d'érosion et absence de besoin d'intervention. Je crois que la loi actuellement impose qu'on puisse intervenir. C'est réversible, je crois que la réversibilité, effectivement, est une des conditions de la loi, mais c'est conçu pour faire en sorte que si un des scénarios catastrophes que certains films d'anticipation nous décrivent venait à arriver, malgré tout, on puisse préserver ce qu'il y a en surface. D'accord. Ok. Les risques, parce que vous voyez quelques risques avec le nucléaire actuel, on en a parlé déjà rapidement, autres risques que les déchets, le risque sur l'accident d'un avion qui se cracherait sur une centrale. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est probable? Est-ce que c'est un risque qu'il faut couvrir absolument? Oui, d'ailleurs, c'est un des enjeux de l'EPR, hein, c'est effectivement d'avoir une double coque, de faire en sorte que beaucoup plus fiable. On limite ces risques-là. Je pense que le risque absolu n'existe pas. Mais j'observe que les incidents de catégorie 4 ne sont plus survenus en France depuis, je crois, 12 ans. Et donc, quand vous observez finalement l'historicité de la gravité des incidents, vous apercevez qu'il y a une nette diminution depuis Tchernobyl et puis depuis Fukushima, encore moins. Voilà. Et d'ailleurs, des incidents qui auparavant n'étaient pas déclarés le sont maintenant, mais généralement en catégorie 0 ou 1. Donc, on voit très bien l'effet finalement du renforcement des mesures de sécurité sur les incidents. Ok, très bien. Très bien, on a fait donc un bon parcours effectivement des points forts et des points faibles du nucléaire. Maintenant, je vous propose de passer des énergies renouvelables. Alors, donc, quels sont pour vous les gros avantages et les gros inconvénients des énergies renouvelables? Le principal inconvénient, c'est qu'elles ne sont pas pilotables. Ouais. Et donc, ça introduit d'ailleurs un débat immédiat entre le coût de production et la valeur. Parce que si vous dites, en fait, le coût de production, c'est, je ne sais pas... Alors, on va prendre le prix, le record actuellement du solaire est à 1 centime le kilowattheure, c'est-à-dire ça fait 10 € le mégawattheure. C'est le record qui a été battu là, il y a 3 mois au Moyen-Orient. Ouais, bon, sûrement. Mais encore une fois, le sujet, c'est que si vous dites, j'achète l'énergie renouvelable, les ENR, quoi qu'il arrive, et en plus, j'achète à coût garanti, ce qui est le cas de la situation française, vous vous retrouvez à avoir un déséquilibre très favorable aux ENR.
Alors, en fait, parce qu'actuellement, il y a un mécanisme de subvention. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour lancer les énergies renouvelables, il y avait un phénomène où l'État s'engageait à ce que un tarif garanti ou un complément de rémunération qui fait que, quoi qu'il arrive, les énergies renouvelables sont vendues à un prix qui est négocié et qui permet de rassurer les banques. Mais aujourd'hui, quand je parle de 10 € par mégawattheure, donc tout à l'heure, pour ceux qui nous suivent, on était à 100 € le mégawattheure, enfin 110 € pour le nucléaire, et là, on parle donc c'est un rapport de 10 entre le coût du solaire et le coût du nucléaire, nouvelle génération. Alors, effectivement, le solaire ne produit pas sur 8000 heures toute l'année, il produit de manière fluctuante, mais c'est important de le rappeler à ce stade de la discussion. Oui, mais encore une fois, aujourd'hui, la plupart à ma connaissance, tous les contrats d'ailleurs sont à prix garanti, à condition d'achat garanti. Non. Aujourd'hui, excusez-moi de vous contredire, mais là, aujourd'hui, on rentre dans une période qui s'appelle les PPA, corporate, dans lesquelles, effectivement... Depuis 2 semaines. Non, alors Voltalia a fait ça depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ah bon, d'accord. Je pensais que c'était, parce que ce que j'ai lu dans les journaux, c'est que c'était en cours d'implémentation. Alors, à chaque fois qu'il y a effectivement, il y a eu un projet qui a été fait, qui était de 6 mégas, qui a été fait par Enercop, effectivement, qui est sorti la semaine dernière, dans lequel c'est avec Énergie Partagée et CVE qui a développé le projet pour effectivement, et là il n'y a pas de complément de garantie, c'est-à-dire que ça produit, c'est un acheteur et un vendeur, et c'est vendu à Enercop qui va vendre à des particuliers. Donc ça, c'est un peu un modèle particulier. Et là, par contre, ça fait 2 ans que Voltalia, qui est aussi un champion français des renouvelables, a mis en place des PPA corporate dans lesquels ils ont vendu Société Générale, SNCF, donc c'est des gros clients, ça s'appelle des PPA corporate, dans lesquels là, il n'y a plus de tarif minimum, c'est simplement des contrats gré à gré entre privés et sur des périodes très très longues, parce qu'effectivement, des boîtes qui ont des consommations colossales, même si c'est l'énergie fluctuante, c'est pas grave, parce que de manière, ça couvre toujours au moins, même la nuit, jour et nuit, ils consomment toujours au moins ce talon de consommation. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui commencent à rentrer en ligne de compte autour de ça. Mais vous êtes d'accord que vous êtes quand même obligé de faire des arbitrages. C'est-à-dire que quand vous avez du nucléaire d'un côté qui est constant, qui couvre, on va dire, 70% de la demande, et que tout d'un coup, vous avez un pic de vent, l'ajustement, il se fait au détriment du nucléaire. Et donc, vous avez une capacité d'affectation qui est très favorable aux ENR versus les autres moyens. Et donc, qui était favorable aux renouvelables dans le cadre où c'était un tarif d'achat. C'est-à-dire que effectivement, vous avez raison, depuis 30 ans qu'on fait les énergies renouvelables. Jusqu'à maintenant, les énergies renouvelables n'étaient pas à maturité, donc il fallait acheter toute la production via un contrat d'achat. Mais maintenant, les énergies, là, les PPA corporate qui sont signés par Voltalia, etc., si jamais, d'un seul coup, il n'y a pas de privilégié, là, c'est le marché qui s'impose. C'est que, j'entends bien. Imaginons qu'on fasse vraiment fonctionner le marché. Il faudra le simuler, hein. Vous avez 70% de l'énergie qui est de base en provenance du nucléaire. Moi, je peux le simuler, je ne l'ai pas fait en préalable de cette émission, mais je pense qu'on arriverait à un coût des ENR, un coût d'achat, si c'était le marché pur qui opérait, qui serait absolument marginal, et ça serait impossible de faire fonctionner les ENR. Ce sera à quelques euros. A priori, il faudrait que quelqu'un le simule. Je vais essayer de le trouver sur Internet. Alors, je peux vous envoyer ça. Il y a des gens il y a quelqu'un qui est extrêmement intéressant qui bosse à Stanford en Californie et qui s'appelle Tony Seba, qui a fait des simulations à très grande échelle aux États-Unis sur plusieurs zones climatiques pour pouvoir vérifier tout ça. Et il s'est dit, OK, le renouvelable, ça coûte 10 € le mégawattheure, c'est 10 fois moins cher que le nucléaire, mais ça ne produit pas toute l'année. Donc, combien il faut que j'en mette pour pouvoir essayer de synchroniser l'offre et la demande et pour arriver à une valeur marché correcte. Donc, il s'est dit, il a fait un graphique, et je l'enverrai, je mettrai en lien du POTS, et il dit, voilà, si je couvre 100% de mes besoins en renouvelables, j'ai besoin de beaucoup de batteries. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Gilles, c'est que les batteries, ça coûte super cher. C'est 200 € le mégawattheure, enfin entre 100 et 200 € le mégawattheure. Donc, ça rend complètement l'histoire impossible. Et donc, si je mets 100% de ma consommation en production d'énergie sur un an, ça veut dire qu'il faut que je mette beaucoup de batteries, parce qu'effectivement, il y a quand même une fluctuation importante. Par contre, si je mets 200 fois, 300 fois, 400 fois, 500 fois mes besoins, c'est-à-dire que si je produis 5 fois plus que mes besoins, à ce moment-là, le besoin de batterie s'effondre. Parce qu'effectivement, on va produire plus que ses besoins, c'est-à-dire que 80% du temps, l'énergie sera gratuite, mais les 20%, elle sera très chère, et là, le modèle économique sera effectif avec les batteries. Et eux, ils ont fait le calcul dans plusieurs zones géographiques, et l'optimum économique qu'ils ont trouvé, c'est qu'il fallait mettre 4 fois les besoins, c'est-à-dire produire 400 fois ses besoins d'énergie en renouvelable. Alors, quand ça coûte 10 €, donc ça veut dire que ça va 10 € le mégawattheure, fois 4, ça fait 40 € le mégawattheure pour couvrir 400 fois mes besoins. Et dans ces cas-là, on arrive à une cuvette, c'est un optimum économique où la batterie, il n'y aurait plus besoin que de 24 heures de stockage batterie. Alors, je suis très circonspect à l'égard de ces scénarios, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils reposent sur le principe du foisonnement. Et le foisonnement en Europe, la configuration météorologique de l'Europe, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, quand vous avez un anticyclone d'hiver sur l'Europe,
il n'y a pas de vent nulle part, il n'y a pas de soleil. Donc ça ne fonctionne pas et ça peut ne pas fonctionner pendant 10 jours, comme ça a été le cas il y a 2 ans. Ouais, ça, c'est le premier détail. Et le coût économique, on est en train de le voir d'ailleurs avec les blackouts aux États-Unis, d'une journée de production perdue parce que vous n'avez pas d'électricité, ça se compte en points de PIB. C'est considérable. Donc, je suis très réservé. Puis la deuxième chose, c'est que votre modèle ne tient pas compte de l'infrastructure de transport de l'énergie, celle-ci n'étant pas comptabilisée dans le prix d'achat. Donc aujourd'hui, vous savez que le raccordement au réseau, il est pris en charge par une facture différente une ligne différente sur vos factures d'électricité. Et donc ça, il faudrait l'introduire dans le coût. Si vous faites des mécanismes... Les énergies renouvelables intègrent le coût de raccordement dans leur prix. Hein. Quand je vous donne les prix, les énergies renouvelables... Bon, parce qu'aujourd'hui, c'est même un problème parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs de projets solaires éoliens qui, des fois, abandonnent des projets parce que les coûts de raccordement sont trop importants et à la fin, ces coûts sont très, très. Oui, aujourd'hui, ces renouvelables payent leur part du réseau. Quoi. Et le réseau est en train d'être rénové grâce au déploiement des énergies renouvelables. Alors, j'entends bien, mais il y a le raccordement, il y a le transport. Moi, ce week-end, il se trouve que. C'était un peu par hasard, mais j'étais avec un monsieur qui est le premier producteur en Europe de câbles haute tension et qui est en train de bider pour une ligne qui fait nord-sud de l'Allemagne en 800 000 volts. Voilà. Le coût de la ligne, c'est 15 milliards d'euros. Ouais. Voilà. Et ça ne va permettre, je ne me souviens plus de ce qu'il m'a dit, mais en gros, si vous voulez réellement approvisionner tout le sud de l'Allemagne d'énergie, il faudrait 7 ou 8 lignes comme ça. Donc ça commence à faire assez cher, je trouve, ça ne vous fait pas du foisonnement. Vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas de vent, pas de soleil, vous ne répondez pas à cette problématique. Peut-être que les États-Unis ont une configuration différente, je ne la connais pas, mais en tout cas pour l'Europe, ça ne fonctionne pas. En tout cas, effectivement, je vous enverrai parce que l'étude, elle ne concerne pas l'Europe, effectivement, elle concerne les États-Unis. Je vous enverrai l'étude. Il faudra qu'on regarde ensemble, faire les calculs, et on pourra vous réinviter dans un an, faire un petit débrief de cette étude que vous auriez pu compiler. Comme ça, on pourra effectivement voir si ça s'applique sur l'Europe ou pas. Mais effectivement, après, les Allemands ont plein d'avantages. Effectivement, mettre les énergies renouvelables d'un côté et la consommation de l'autre, c'est du bon sens d'essayer de produire à l'endroit où on consomme. Parce que c'est vrai que s'il faut taper des lignes à haute tension et en termes d'acceptation sociale, aujourd'hui, vous savez combien, pour l'EPR, on a dû faire des lignes à haute tension. Ce qu'on appelle les coûts pour faire accepter aux communes les travaux ont été aussi chers que le coût des travaux eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a dû payer autant de piscines, de patinoires et de jardins de City Park que ça a coûté de lignes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun territoire qui veut des lignes à haute tension. Donc, par définition, quand vous avez un système qui est granulaire, vous avez beaucoup plus de transport que quand vous avez un système qui repose, comme en France, sur des tranches nucléaires. Je ne sais pas combien il y a de sites nucléaires en France, il y a 54 tranches. 60, il doit y avoir une trentaine de centrales voilà, qui sont réparties de façon assez homogène sur le territoire. Je pense que c'est optimal en matière de lignes, sachant que ça limite les lignes très haute tension. Et quand vous avez un petit parc d'éoliennes, vous êtes obligé de mettre des systèmes intermédiaires qui sont très consommateurs en matières premières et qui nécessitent malgré tout de mettre des lignes. Ok. Non, mais c'est clair que le coût de transport, après, c'est vrai que dans la facture d'énergie actuellement, quand vous payez 100 € à EDF, il y a 30 € d'énergie, 30 € de transport, 30 € de taxes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un coût de transport qui est plus cher que le coût de produire l'énergie localement en énergie renouvelable. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur l'autoconsommation et on se rend compte qu'effectivement, l'autoconsommation, quand c'est produit sur le lieu de consommation d'un bâtiment, on ne peut pas le battre parce que même si l'uranium coûte 0, même si la fusion nucléaire produit des quantités incroyables d'énergie dans 30 ou 50 ans, elle ne pourra jamais battre l'énergie locale qui est produite. Alors, je ne parle pas des éoliennes, parce que les éoliennes, le modèle économique des éoliennes, c'est de faire des éoliennes qui sont très grandes. Donc, les éoliennes ne peuvent pas être à l'endroit où on consomme. Donc, le problème de l'éolienne, c'est pareil que le problème du nucléaire, c'est-à-dire que c'est très loin des lieux de consommation. Mais l'autoconsommation solaire, lui, peut être produit. Et donc, comment vous imaginez que les énergies centralisées, qu'elles soient nucléaires, charbon, gaz ou même éoliennes, puissent rivaliser avec une production en autoconsommation sur le toit d'un bâtiment? Mais moi, si vous voulez, c'est très clair, hein, je le dis et je le redis, je pense que le nucléaire, dans un contexte normal, est bien moins cher que les énergies, les ENR, pour deux raisons. D'abord parce que, comme on l'a expliqué, le coût financier déséquilibre le modèle. Le fait on ait une filière qui se soit désagrégée fait qu'on a construit un prototype à coût extrêmement élevé, mais probablement qu'on serait capable de produire des EPR aux alentours de 2 milliards d'euros. Et dans ce contexte-là,
on serait sur des coûts de l'énergie qui seraient probablement de l'ordre de 15, 20, 25 euros du mégawattheure. Et ça n'a rien à voir. Le coût de l'énergie non pilotable est marginal pour moi, encore une fois, parce que quand vous avez besoin de l'énergie, eh bien, c'est là où l'énergie coûte cher, en fait, entre guillemets. Et le problème que vous avez, c'est que le taux d'usage d'une éolienne, ça doit être aux alentours de 23%, le solaire, c'est 15%. Et donc, si réellement vous mettez ça face au marché, c'est 15% de temps où vous avez de l'énergie, c'est pas forcément le moment où vous avez de la demande, et donc vous vous retrouvez à avoir des amortissements qui sont impossibles à faire sur les ENR, là où l'énergie pilotable, elle est tout à fait amortissable. Donc je pense qu'il faudrait faire le calcul, et je vais m'atteler à le faire parce que je pense que c'est nécessaire d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais je pense que les deltas réels de filières en dehors des enjeux politiques et des enjeux d'acceptation sont incomparablement en faveur du nucléaire, dans un rapport vraiment très significatif. Même si ça coûte de 1 à 10, même avec une énergie qui coûte 10 fois plus cher, vous considérez, parce que justement l'étude que je vous disais, dont je parlais tout à l'heure, on produit 3 ou 4 fois ses besoins, donc on arriverait à 30 ou 40 euros en 2021, aujourd'hui, cette année. Si vous avez pas de foisonnement sur l'Europe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous pouvez bien avoir 5 fois la production totale de la consommation. Donc, qui couvre 80% du temps. Ça ne fonctionne pas et vous devez avoir un backup thermique. Alors, pas forcément thermique. Il y a aussi la biomasse qui est capable effectivement de pouvoir stocker l'énergie du gaz qui vient de la méthanisation, tout ce qui est déchets agricoles, tout ce qui est donc qui permet effectivement de stocker ce gaz, qui serait uniquement brûlé au moment où il y en avait besoin, c'est-à-dire dans les 20% du temps. Ensuite, il y a toute la mobilité électrique. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé les roadmaps de mobilité électrique, c'est colossal. C'est-à-dire c'est des millions de voitures qui arriveront sur les routes dans très peu de temps. Donc, imaginez ces batteries qui sont capables de rendre des services colossaux. Donc, c'est quelque chose. Et regardez les bâtiments aujourd'hui. Les bâtiments qu'on construit en 2020 sont beaucoup mieux isolés que ceux qu'on a connus il y a 20 ans. Exactement. Et donc, il y a une inertie thermique qui est très forte et que quand un bâtiment avec des règles de construction de 2021 est construit, il n'a pas besoin de chauffer le jour et nuit. Il a besoin de chauffer une fois tous les jours, 1 heure ou 2 maximum, voire tous les 2 jours, voire des bâtiments qui sont, parce qu'aujourd'hui on a une grosse sensibilité électrique parce qu'on a des passoires thermiques, mais construisez un parc comme la norme Passive House, comme on retrouve en Autriche et en Allemagne, c'est des maisons qui n'ont même plus de chauffage, qui sont super bien isolées, et donc le besoin électrique en pointe, il est très faible, et le peu de la pointe est couvert par soit des batteries de voiture, soit et ça c'est des scénarios qui sont assez faciles à rentrer aujourd'hui. Là, on a un peu déplacé le débat. Je veux bien rentrer sur le scénario négawatt. Pour tout vous dire, à un moment, moi, je me suis beaucoup intéressé de ça suite à une rencontre avec l'un des fondateurs de cette association, Thierry Salomon, qui m'a présenté son modèle. Et je vais vous dire, ce modèle ne marche pas. Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que il est, en termes de proportionnalité, il ne fonctionne pas. Je vais vous donner juste un exemple. Le scénario négawatt repose sur un nombre de rénovations de logements de 780 000 par an. Oui. Voilà. Moi, je connais assez bien ça puisque je donne un coup de main à l'État, en fait, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut utiliser le machine learning pour faire de la rénovation. Voilà. En tirant le modèle, mais vraiment de façon extrêmement forte, on va arriver à 240 000 logements par an. Et vous prenez l'ensemble du scénario négawatt, à chaque fois, vous tombez sur des modalités de ce type-là. Le fait de mettre de l'hydrogène dans le réseau à raison de 25%, on sait très bien que ça ne va pas au-delà de 25%. Ça ne marche pas. Ben oui, c'est pas possible. Etc. Donc, moi, au début, je trouvais que c'était intéressant. La réalité, c'est que ce scénario est absolument inapplicable sur tous ces aspects. Et au-delà de ça, il fait porter une contrainte sociale sur les gens qui, je pense, sera inacceptable. Quand vous voyez que vous demandez aux gens de réduire de 90 à 80 km/h leur vitesse sur les routes, ils se révoltent. Il y a bien des aspects sur les températures de chauffage, sur plein d'aspects, sur lesquels je pense que ça sera perçu comme du totalitarisme par beaucoup de gens. Donc, moi, je considère que ce scénario est nul et non avenu pour le dire comme je le pense. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'étais adhérent de Négawatt. J'ai beaucoup discuté avec eux, avec Marc Gélisca et avec Thierry Salomon. Effectivement, eux, c'est d'abord sobriété, 2, efficacité, et vraiment, en troisième, vraiment, si on n'a pas le choix, on produit des énergies renouvelables. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, c'est un discours assez
intégriste et que les gens n'ont pas aujourd'hui envie d'avoir effectivement des gens qui leur filent des leçons, qui leur disent mets un pull, mets ma chine, arrête de climatiser ta maison. Je pense que c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc du coup, mais il n'y a pas que Negawatt en France qui réfléchit à la transition énergétique. Il y a des gens qui bossent sur les objets connectés. Il y a des gens qui bossent sur les objets connectés. Il y a des gens qui travaillent sur la mobilité électrique, effectivement, dans lesquels les voitures électriques vont pouvoir effectivement rendre des services au réseau. Et ce sera un prix. C'est un rapport qui a été pris. Effectivement, les voitures ne vont pas donner gratuitement mais je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, ce week-end, il y a eu des prix négatifs en Belgique. Avec en 1h30, le prix est passé de moins 500 € à plus 1500 €. Enfin, c'était complètement hallucinant. Et on imagine bien que là, une batterie, même ceux qui avaient une voiture électrique, qui auraient pu délivrer le service, ils auraient gagné beaucoup d'argent à mettre leur voiture au service du réseau. Écoutez, alors, moi, ça, je peux en parler puisque c'est vraiment ce qu'on appelle les smart grids et que je me suis beaucoup intéressé à ça, notamment à Bruxelles. Les smart grids, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez des tests de smart city en Chine en particulier où on a mis du véhicule électrique et on essaie d'équilibrer le réseau avec ça. Vous avez des coûts de contrôle en fréquence qui sont considérables. Vous avez des coûts de mutation de l'énergie, d'énergie qui continue à énergie alternative, qui compliquent beaucoup la nature du réseau. Vous consommez en courant alternatif, vous avez du stockage en énergie continue, et vous n'arrivez pas à stabiliser le réseau. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je viens de cette expérience-là, je l'ai beaucoup observé. Je connais assez bien ce que font un certain nombre d'acteurs chinois sur ce sujet, dont Huawei. J'ai rencontré les équipes qui s'occupent de faire des smart grids. Je pense que c'est un scénario intéressant, mais on est actuellement dans la recherche. On a besoin de solutions qui sont directement implémentables. C'est-à-dire que pour moi, des systèmes d'équilibrage de réseau avec des véhicules électriques, c'est une perspective plutôt minimum 2035, plutôt 2040. Donc, ce n'est pas des scénarios sur lesquels on peut travailler aujourd'hui face à l'urgence climatique. Alors, mais aujourd'hui, il y a quand même l'ADEME qui a fait une étude qui montrait qu'il était possible d'avoir... Il n'y a pas de gens qui font du numérique à l'ADEME. Excusez-moi, je me suis permis de vous interrompre. Excusez-moi, mais je connais bien ce scénario. Je suis fondamentalement en désaccord avec ce scénario. Et RTE aussi. Le scénario sur les énergies, sur l'impact du numérique, ce sont des scénarios qui ne sont pas solides. Et je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas s'ils sont ici. Je l'ai déjà dit, je me suis exprimé là-dessus. Je suis prêt d'ailleurs à en débattre. Très bien. Parce que là-dessus, moi je travaille là-dessus à l'Institut Montaigne. C'est sur ce sujet que je travaille. Et je peux vous dire, ces scénarios sont contestables. Donc, vous contestez le scénario de l'ADEME et vous contestez aussi le scénario de RTE, parce que RTE vient de sortir il y a un mois une étude disant qu'on pouvait être à 100% énergie renouvelable. Alors, je ne l'ai pas lu et c'est un tort, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Non, mais RTE, donc effectivement, il y a des études qui s'empilent. Il y a aussi voilà, tout un tas de personnes qui. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Excusez-moi, au niveau timing, il est 19h31. On a commencé un peu en retard. Oui. Est-ce que je peux me permettre de décaler un petit peu la fin de la. On finit à 35, ça vous va? Ça marche, super. Impeccable. Okay. Ça vous va à tout le monde? Ok. L'idée, c'est de finir effectivement pas trop tard. Donc, effectivement, il y a ces études qui arrivent. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est pas facile pour les gens. Déjà, pour les experts de l'énergie, c'est compliqué de comprendre ces études qui sont très, très longues et très, très ambitieuses. Donc, il y a RTE qui est arrivé à ces conclusions-là. Il y a l'ADEME également. Et vous, quel est. Mais effectivement, la critique que vous dites, effectivement, il n'y a personne qui connaît le digital à l'ADEME. Et du coup, ça serait bien qu'ils intègrent un peu des compétences du digital pour pouvoir faire des modèles qui intègrent les technologies actuelles. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque un petit peu quand on regarde effectivement ce qui se passe au niveau de ceux qui font des prévisions, qui sont surtout des gens qui viennent des acteurs historiques, l'absence de compétences sur la partie digitale, notamment d'objets connectés, parce qu'il y a des objets connectés, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, un cumulus électrique, il y en a 15 millions en France, on peut les piloter, et ça permettrait, ça pourrait pas permettre de déplacer sur une semaine une consommation d'énergie, ou nous sur entre deux saisons, mais d'un jour à l'autre, ça pourrait effectivement permettre de pouvoir stocker l'énergie. Alors, que pensez-vous de la place du digital et des objets connectés dans leur rôle de pouvoir... Alors, une voiture autonome, une voiture électrique est un objet connecté comme un autre, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi les systèmes de froid, des systèmes de congélateurs, il y a des systèmes de chauffage. En fait, j'ai poussé, quand je le pouvais, à la DGNR, à la commission, l'idée de créer effectivement une norme de pilotage qui soit indoor-outdoor, c'est-à-dire avant ou après le compteur électrique, et qui permettrait de piloter tout. C'est-à-dire que vous avez deux lumières dans le plafond, quand vous êtes en peak load, vous en éteignez une, par exemple. Vous avez un chargeur de téléphone mobile, potentiellement vous pouvez le faire en sorte qu'il charge 2 fois moins vite.
Évidemment, les trucs très capacitifs comme les ballons d'eau chaude, vous pouvez les arrêter. Voilà. C'est notre métier, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a 23 000 clients qui font ça. Ouais. D'un point de vue technologique, on peut définir une norme pour faire ce genre de choses. Puis après, quand vous rentrez dans le détail, vous vous apercevez que les grands opérateurs, enfin plutôt constructeurs d'équipements, ne veulent pas rentrer là-dedans. Et puis que vous avez des enjeux de globalisation de marché, vous avez la norme Energy Star aux États-Unis qui intègre des dimensions de ce type-là. Et en fait, dans la mesure où ce sont des marchés qui sont relativement globalisés, vous n'arrivez pas à faire sortir quelque chose sur ces sujets. Moi, j'ai passé 5 ans à discuter de ces sujets à la commission, et je peux vous dire que ça n'existera pas. Nous, comme moi, on est la preuve vivante que ça existe, parce que nous, on développe des objets connectés, du big data, du machine learning, pour apprendre ce que les gens consomment, comment les gens vont consommer les prochaines 24 heures, et déplacer leur consommation pour que leur consommation corresponde avec le moment où l'énergie est la moins chère, c'est-à-dire l'énergie solaire, ou alors quand est-ce qu'elle est la moins chère sur le réseau grâce à la facturation dynamique. Donc nous, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention sur notre technologie. Il y a des aides sur le solaire, mais pas sur notre technologie d'objets connectés. Mais il y a une vraie création de valeur à ce niveau-là et qui est aujourd'hui sous-payée. Mais c'est vrai que on en est à 23 000 clients sur 35 millions de compteurs. On est vraiment au tout début. Mais c'est vrai donc vous connaissez très bien ce que je viens d'évoquer. Moi, je trouve ça génial, hein. Mais il n'y a pas besoin des gros, il n'y a pas besoin des gros pour y aller. On n'a pas besoin d'avoir des gros du CAC 40 pour faire ça. Si vous voulez, moi j'en ai parlé à Jean-Pascal Tricoire, à Jean-Bernard Lévy, à tous les patrons de grandes entreprises énergétiques qui m'ont tous dit ouais, ça serait super, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour nous mettre tous d'accord. Voilà, et j'ai d'ailleurs rencontré aussi le CEO de Siemens en son temps. Voilà, mais si vous voulez, c'est une initiative qui est mornée parce qu'il y a des intérêts qui sont extrêmement divergents sur ce sujet et ça n'ôte rien à la valeur de ce que vous faites par ailleurs. Mais je me dis déjà, il n'y a pas besoin forcément des grands groupes pour le faire. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un effet de levier fort, si vous voulez qu'on passe d'un modèle qui est basé sur… Notamment, si vous voulez qu'on développe le modèle ENR, il faut piloter la demande. Par définition. C'est ce que vous faites. Je veux dire, c'est modestement, sur 23 000 clients. Et vous voyez bien que vous n'entendez pas parler d'une réglementation de la Commission européenne qui vous permettrait de scaler ce que vous faites à très très grande échelle pour l'instant. Alors, ce que fait la réglementation européenne, c'est qu'elle incite notamment à la facturation dynamique. C'est-à-dire qu'elle incite effectivement… Bien sûr. Du coup, oui, mais ça fait longtemps qu'ils le font, mais ça fait que 2 mois, 3 mois maintenant qu'il y a Barry qui s'est lancé en France, qui fait la facturation dynamique et qui s'est lancé. Il y a Leclerc qui se lance en septembre et tous les autres vont se lancer à partir de janvier l'an prochain. Donc du coup, moi je préfère une réglementation qui pousse effectivement à mettre en place des phénomènes comme la facturation dynamique, qui derrière fait que la technologie devient un levier intéressant et attractif pour le marché, plutôt que de subventionner une technologie comme on a fait à tort dans le solaire. On a mis, et après les gens ne voulaient plus de solaire, ils voulaient des subventions, ils voulaient des aides pour mettre des panneaux solaires. Donc c'est bien les aides parce qu'il faut lancer un marché. Je dis pas qu'il en faut pas, c'est important. Mais après quand ça prend la première place et que les gens ensuite dans leur tête ils disent il y a pas de subvention donc j'achète pas de panneaux solaires, c'est quand même pour moi c'est un peu triste. Après vous avez un aspect économique. Hein. Si vous voulez un réseau dynamique, c'est un réseau qui est à reconstruire de façon de fond en comble. Et si vous voulez, enfin moi de ce que j'ai vu, hein, notamment à l'égard des véhicules électriques. Vous allez devoir restructurer le réseau de façon extrêmement forte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur… RTE, est-ce qu'il y a des gens de RTE? Parce que c'est plus on a un très bon réseau. En fait. On a un très bon réseau en France. Hein. Parce que comme justement EDF a poussé au chauffage électrique et au cumul… Je vous assure qu'il faudra le reconstruire. Tout le monde est d'accord là-dessus dans les conférences. Il faut l'améliorer. Mais il est quand même super bon par rapport aux de nos voisins. Bien sûr, bien sûr. Il est exceptionnel. Et à la fin, je pense qu'il y a un sujet qui consiste à rationaliser tout cela et à se dire… finalement, on peut faire des efforts considérables, mettre des ENR un peu partout, reconstruire le réseau, etc., etc. Puis en face, vous avez quand même la possibilité d'avoir une grande part de l'énergie qui est d'origine nucléaire à un coût qui, encore une fois, si vous étiez dans des conditions de marché normales, et si la filière était un peu restaurée, serait, je crois, sans commune mesure avec celui que l'on connaît. Je crois que je l'ai vu passer dans le chat. Aujourd'hui, on considère que le coût nucléaire actuel, il me semble, sans dire d'erreur, on est aux alentours de 38 € le mégawatt.
Aujourd'hui, EDF disent qu'ils vendent à perte quand ils vendent sur l'arène à 42, ils disent qu'ils vendent à perte. Non, mais je parle des coûts. Hein. Je parle des coûts. Oui, mais justement, EDF dit à 42, ils vendent à perte, alors que leur coût est. Il y a Karim qui dit à 59, à 60. Karim dit qu'on est à 60 centimes le kilowattheure, enfin 60 euros le mégawattheure, la Cour des comptes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des coûts qui ont été faits de façon indépendante pour la France, il me semble par le BCG de mémoire, et qui situait ça entre 35 et 39 de mémoire. Je vais essayer de retrouver ça, j'ai des notes. Ouais, vous l'enverrez à la limite, parce qu'on va arriver à la fin. Vous m'enverrez par mail. Le 1 milliard par tranche à peu près pour le grand carénage, 50 milliards de prévus là-dessus. En fait, plutôt que de monter le coût, ça le descend. Parce que, en fait, ce milliard, vous allez l'amortir sur 10 ans de production. Ça descend le coût. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Vous allez vous retrouver aux alentours des 28, 27. Oui, mais et dans 10 ans, on fait quoi? L'argent n'est pas provisionné pour le démantèlement? Ouais. Ah non, ça c'est totalement. Il y a déjà 25 milliards qui ont été. On est parfaitement sur la fin de route. On est 2 fois au-dessus de l'Agence internationale de l'énergie en matière de provisionnement. Le provisionnement Agence internationale de l'énergie, c'est 500 $ par kilowatt produit. Voilà, la prévision du provisionnement en France sur l'ensemble du cycle, c'est 1500 $. Donc, je ne sais pas pourquoi on entend sans cesse ça, mais vous allez voir dans les comptes d'EDF, c'est parfaitement provisionné. Donc, à 25 milliards, ça vous dites qu'il y a 25 milliards qui est provisionné pour ça, pour le démantèlement? 25 sur un total, je crois, d'ici le démantèlement, je ne sais plus combien ça, il faudrait que je retrouve ça. 25 milliards, moi, c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Il y a plus de 100 centrales qui ont été démantelées dans le monde. Oui. Il y a un travail qui a été fait d'évaluation très précis par l'IAE des coûts de démantèlement. Là, on est très clairement dans la fourchette haute par rapport à ce genre de choses. Plus de 100 centrales ont été démantelées, certaines des grosses unités. Ouais. Mais effectivement, il y avait des techniques qui ont été, d'après ce que j'ai compris, c'est que EDF avait repoussé au siècle prochain le démantèlement parce que la technologie n'était pas maîtrisée, ils devaient le faire sous eau, finalement ils vont faire sous air, et donc ils sont obligés de refaire tous les calculs. Donc aujourd'hui, il y a quand même des gros trous dans la raquette et on ne sait pas trop. Écoutez, je vais vous retrouver ce programme, je ne sais pas si je vais le retrouver d'ici la fin de Non, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous me l'enverrez par mail tranquillement, quand vous le trouvez, et je le mettrai en lien du post. C'est très faux. En fait. Après, voilà. Et donc, les coûts de démantèlement sont. Attendez. Vous me le mettrez par mail et je m'engage à le mettre dans le post de cette. Les gens qui verront le podcast pourront le lire, ce lien. Parce qu'on arrive à la fin, là, j'ai encore une dernière question. Je vous laisse 2 secondes. Dites-moi, Gilles. Ah, Gilles, on ne vous entend plus. Vous avez coupé le micro. Pardon. Le CDE a fait une analyse comparative des coûts de démantèlement. Je vais la mettre ici. Voilà. Et donc. D'accord, merci. C'est là. Et je vous disais. C'est 500 $ par kilowattheure. Donc, c'est page 84 là-dessus. Et c'est des chiffres qui sont 2 à 3 fois inférieurs à ceux effectivement provisionnés par EDF. À ce jour, 23 milliards se trouvent dans les comptes d'EDF aux fins de démanteler les centrales françaises. Alors, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les quelques centrales nucléaires qu'on a voulu démanteler en France, le budget est 10 fois supérieur à ce qu'on avait estimé, et 10 fois plus de temps. Il y a des centrales nucléaires qui sont... 230 centrales nucléaires ont déjà été démantelées dans le monde. Ouais. Qui ont permis de faire ces analyses de coûts que vous trouverez dans le lien que je viens de vous envoyer. Ok, merci, je mettrai en lien. Alors, dernière question, effectivement, on est un peu en retard, c'est vrai, désolé. Gilles, parmi toutes les profondes vérités que vous pensez avoir compris, voilà, je suis sûr de ça, est-ce qu'il y en a une qui est peu partagée à part le nucléaire, qui est un sujet. En dehors du nucléaire ? Ouais, en dehors de. Voilà, quelles sont vos convictions que vous avez et que vous dites à chaque fois, ouais, c'est bizarre, les gens, ils n'en ont pas conscience, ils ne le voient pas arriver, c'est pourtant énorme, ils ne le comprennent pas, et moi, je l'ai compris et j'en suis sûr à 100%. Bon, vous savez, moi, je vais vous dire, c'est très particulier. Moi, j'ai une passion qui est des sujets d'épistémologie, le consensus en sciences. D'accord. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et vous apercevez, quand vous observez ça, que ce n'est pas linéaire. Ça procède par marche. Et je vais vous donner un enjeu qui est l'enjeu d'épigénétique. L'épigénétique, jusqu'au début des années 90, si vous énonciez les idées de Lysenko, qui était finalement le premier qui a vu ça, vous étiez banni de la science.
Voilà, c'était juste comme ça. Vous n'avez plus le droit d'être publié dans une revue à comité scientifique. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment les consensus se font et se défont. Je pense que ça s'applique d'ailleurs au sujet de notre conversation. Et je pense, au-delà de ça, qu'est-ce qui fait des consensus sociaux en dehors des domaines de la science? C'est vraiment intéressant. Voilà, donc ça, ma certitude, c'est que les consensus sont des constructions non linéaires. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez des points d'incidence, il y a une rupture qui se fait, qui fait que l'opinion change sur certains sujets. D'accord. Merci beaucoup, Gilles, pour ces échanges. J'ai bien apprécié d'échanger avec vous. J'ai bien aimé vos arguments. Merci d'avoir organisé ça. C'est frais. Et puis, c'est super que vous vous intéressez au sujet. Merci de vous intéresser au sujet de la transition énergétique parce qu'on a besoin de gens comme vous qui savent bien compter pour nous aider effectivement à faire les bons calculs. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas toujours d'accord sur tous les éléments, mais on l'a fait avec respect. Je suis content qu'on puisse le faire avec tous les participants. Merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt sur Combat TV. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Gilles. Au revoir.